Alors, je disais donc qu'on peut effectivement refuser de travailler. Mais quand on a accepté de travailler, quand on a considéré que le site choisi, que le programme qui va être construit sur ce site est conforme à notre philosophie, la question, elle est comment je construis. Et là, on retombe dans la question avant tout environnementale, c'est-à-dire la question de la gestion des ressources. Les ressources qu'on va utiliser dans le bâtiment pour construire. Et puis, au-delà des ressources, la question du confort et de la santé et la question de la biodiversité. Alors ces ressources, et je vais utiliser cette image pour vous en parler, ces ressources, il y a 5 ressources que nous utilisons. Il y a l'air, hein, par les matériaux qu'on choisit, on aura choisi des matériaux qui vont être plus ou moins polluants, qui vont plus ou moins être ensuite sains pour vivre dans un bâtiment. Il y a l'eau, la quantité d'eau qu'on va utiliser. Il y a des matériaux qui demandent beaucoup d'eau pour leur élaboration, d'autres beaucoup moins. On va utiliser beaucoup d'eau dans le bâtiment ou pas. On va récupérer les eaux gratuites. Il y a plein de moyens. Il y a, donc j'ai dit l'air, l'eau, et le sol. Comment arriver effectivement à avoir le moins d'impact possible sur le sol et sur une biodiversité qui est déjà très fragile. Et puis il y a les matériaux. Les matériaux, comme je le disais, certains sont en train de devenir très rares. Le cuivre est un matériau rare. Aujourd'hui, il se vole d'ailleurs de partout. Mais il n'y a pas que ça. Hein, même quand vous construisez en béton, vous utilisez du gravier, vous utilisez du sable. En France, par exemple, on importe du sable et du béton de pays de la Méditerranée, de Tunisie, par exemple, ou du Maroc. On va chercher le sable dans ces pays, quitte à détruire des écosystèmes pour le ramener chez nous. Voilà. Donc, il faut être conscient de ça. Il ne faut pas se voiler la face ou se cacher les yeux. Les matériaux et puis l'énergie, bien évidemment. Alors, l'énergie en France, pour l'instant, elle est tellement peu chère, personne ne se sentait bien concerné. Quand elle va prendre 30%, comme il est prévu qu'elle prenne en quelques années, il va y avoir une conscience collective. Ça sera la conscience, non pas du cœur, mais du portefeuille. Mais enfin, cette conscience, elle existera quand même. Donc la question de l'énergie, même si l'énergie, finalement, c'est un matériau aussi, en tout cas quand ce sont des énergies fossiles. Alors cette maison, vous la voyez là, cette maison construite dans un jardin existant, donc vous voyez le poirier devant, la maison qui approche le poirier, posée sur quelques plots en béton préfabriqués, une structure extrêmement légère en acier qui a été posée en 3 jours sur les plots en béton. En une journée, la toiture, la toile installée au-dessus, qui sert d'abri à la pluie, d'abri pour le soleil. Et puis dessous, eh bien, des maisons qui ressemblent à des cabanes en bois, avec une façade vitrée. Une maison très bien isolée, du contreplaqué à l'extérieur, du contraplaqué à l'intérieur. Cette maison a initié en fait une série de projets qui reprenaient ce concept, comme vous l'avez vu, d'enveloppe microclimatique. C'est créer un climat et dessous construire. Utiliser le moins de matière possible. Parce qu'en termes de matériaux, quelle est la stratégie? La stratégie, elle est de dire, bien voilà, d'abord le moins de matériaux possible. Bon, ça tout le monde le comprendra. Et en plus, économiquement, c'est plutôt une bonne solution. Le moins de matériaux possible et ensuite... le plus possible de matériaux renouvelables. Donc de matériaux qui ne vont pas priver les générations futures puisqu'ils vont encore pousser. Alors pousser soit sur les ailes des canards, puisqu'on sait qu'on utilise la plume de canard, par exemple, dans la construction pour isoler si on veut, pousser dans des champs, de la paille, du chanvre, ou tout simplement des arbres ou du bambou. Voilà. Alors sachez-le tout de suite, moi, mon matériau préféré, c'est le bois. Parce que le bois, c'est extraordinaire. Le bois, c'est un matériau qui pousse, c'est un matériau qui capte le CO2, c'est un piège à CO2, c'est un matériau qui produit de l'oxygène, c'est un matériau qui sent bon, c'est un matériau qui peut être préfabriqué, c'est un matériau avec des nuances infinies de couleurs, de textures, de parfums, voilà.
Et puis, c'est un matériau qui est mis en œuvre par des gens formidables qui sont les charpentiers. Et la première image que vous avez vue avant que je commence, c'est un bâtiment de Hermann Kaufmann, voilà, qui est construit lui aussi en bois, tout en bois, rien qu'en bois, ou presque. Alors, on ne peut pas tout faire en bois, bien sûr. Là, c'est un autre, vous voyez, là, ce principe d'enveloppe microclimatique. Vous voyez la toiture, qui est une toiture, c'est un bâtiment qui date des débuts des années 90, avec une toiture plantée de 4000 mètres carrés, qui est suspendue à des mâts métalliques, qui recouvre dessous un village. Ce village, eh bien, c'est le village intérieur du lycée international de Lyon. Voilà. Qui va créer ce microclimat sous lequel, eh bien, il n'y aura plus de pluie, plus de vent, il y aura une chaleur qui est conservée et qui sera bien entendu bénéfique. D'autres questions sont apparues aussi extrêmement importantes, c'est celle par exemple de la préfabrication. Là, ce sont des bâtiments, ce sont des chambres d'étudiants totalement préfabriquées. Alors, il n'y a pas de bois, mais elles sont totalement préfabriquées. Alors, quel est l'intérêt de la préfabrication? Et là, je vais aller sur un sujet qui me semble essentiel de considérer et qui me permet de revenir au début de mon discours sur la question de la pérennité de l'architecture. Préfabriquer, ça permet quoi? Ça permet de minimiser la quantité de matière mise en œuvre. Ça permet d'être dans une très grande qualité du produit, hein, puisqu'il est fabriqué en atelier. Ça permet de gérer, bien entendu, les déchets, de gérer les poussières, de gérer toutes les nuisances. Et puis, ça permet surtout d'avoir des systèmes assemblés, et donc des systèmes démontables. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, on sait construire des bâtiments en dehors d'un tremblement de terre ou d'un tsunami, malheureusement. On sait construire des bâtiments qui peuvent durer extrêmement longtemps. Voilà. Mais combien le méritent? Combien de bâtiments méritent de rester pendant des siècles? Et combien de bâtiments sont capables d'accueillir des besoins, de répondre aux besoins de générations dans un siècle? Est-ce que nous vivons aujourd'hui, ou plus exactement, est-ce que nos grands-parents, au début du siècle précédent, auraient été capables d'imaginer comment nous vivons aujourd'hui? Sûrement pas. L'histoire s'accélérant en plus, tout ce qu'on fait aujourd'hui est déjà désuet, est déjà inadapté. Entre le moment où on dessine quelque chose et le moment où il sera en service, c'est déjà fini. Ça ne répond plus aux besoins. Donc il faut absolument créer des architectures qui soient les plus modifiables, transformables possibles, pour pouvoir s'adapter aux besoins futurs. Et qui soient même, de mon point de vue, ce que j'appelle réversibles. C'est-à-dire qu'on puisse les démonter, les enlever du site, se servir des matériaux qu'on aura récupérés pour reconstruire autre chose, ou bien recycler ces matériaux. Mais en tout cas, arrêter de penser qu'on va laisser nos traces ad vitam aeternam. Or ça, c'est un gros problème pour les architectes en particulier et pour les politiques, on va dire. Hein. Pour les politiques, parce qu'ils veulent absolument marquer leur ville ou leur pays. On connaît ça très bien en France. Hein. Les grands projets, on sait ce que ça veut dire. Marquer à tout prix la ville de son sceau. Et puis pour les architectes, c'est pour développer leur ego. Je suis l'architecte de ça, ça ou ça. Il y a même des architectes qui font des procès parce qu'on modifie le bâtiment. Après, moi, j'ai beaucoup discuté avec l'ordre des architectes. Moi, je suis pour la suppression. Je fais volontairement de la provocation. Enfin, je ne sais pas de la provocation parce que je le pense, mais je dis ça pour les architectes ici. La suppression de la propriété de l'œuvre à partir du moment où elle est livrée. Elle ne nous appartient plus. Elle appartient aux gens qui vivent dedans. Voilà, c'est tout. Donc, la préfabrication, vous avez compris, elle permet effectivement de démonter et elle permet de reconstruire ailleurs, autrement. Alors, tout ce discours en France, à l'époque, aucun intérêt, personne n'entend. Bien sûr, on peut parler de la toiture plantée que vous avez vue là d'un point de vue purement architectural, mais il n'y a pas besoin d'avoir de discours écologique dessus. On peut présenter le bâtiment sans en parler. C'est ce qu'on avait fait à l'époque, parce que non seulement ça n'intéressait personne que le discours sur l'écologie, mais en plus, c'était vraiment péjoratif.
Ça donnait une mauvaise image post-68 art, pas du tout moderne, contemporaine. C'était quoi la modernité dans les années 80-90? Des bâtiments de verre et d'acier, totalement transparents, partout dans le monde. Les mêmes d'ailleurs, si possible, parce que ça prouvait qu'on était vraiment très, très au fait au dernier cri de l'architecture. Alors du coup, c'est en Allemagne. C'est en Allemagne qu'on a pu faire nos premières armes et qu'ensuite, moi, j'ai continué. Là, ce sont des maisons à Stuttgart, fin des années 80, des maisons bioclimatiques à Stuttgart. À vous retrouver, là aussi, encore une fois, le grand toit qui vient couvrir, qui vient servir d'abri, et la maison se glisse dessous. Une partie vitrée, une partie qui va capter le soleil, qui sert de serre l'hiver, et une maison derrière, plus classique.